Bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, Bonsoir. alors, je sais pas, Corinne, vous voulez faire une petite introduction ou si je m'en charge? Vas-y, vas-y. Après, là c'est vraiment nos parents et nos familles qui nous connaissent plus que bien, on va dire, normalement. Donc, ça devrait, je te laisse faire. Voilà, alors juste un petit mot effectivement pour dire que l'idée de cette rencontre ce soir, c'était de se positionner dans le prolongement de l'intervention et du groupe qui a eu lieu samedi matin. Alors, je sais pas si du coup tout le monde était là samedi matin ou si ceux qui n'étaient pas là ont peut-être eu l'occasion du coup de voir la vidéo ou d'avoir accès au contenu de ce qui a été discuté samedi matin. Alors, normalement, j'ai envoyé à tout le monde un mail avec ton PowerPoint et l'enregistrement qui a été fait samedi matin. D'accord, ok, super. Donc l'idée c'était à partir de cette base-là autour de la place des émotions, de pouvoir avoir un vrai temps d'échange. J'ai pas prévu justement de présentation pour ce soir théorique, de pouvoir revenir éventuellement déjà sur les peut-être questions, les partages, je sais pas, les points sur lesquels vous auriez aimé qu'on aille un peu plus loin, et puis de prendre vraiment un temps pour ceux qui le souhaitent, de partager autour de ce que vous vivez vous, et de voir comment on peut réfléchir ensemble autour de ce qui vous préoccupe vous. Soyez pas timide. Non, moi j'ai une question qui est un peu équivalente c'est Lionel, hein, qui est un peu équivalente à celle que j'avais posée la dernière fois. Comme c'est du coaching parental, j'aimerais savoir quels sont les indices qu'on peut essayer de détecter dans les émotions des frères ou des sœurs, des enfants qui sont décédés, qui pourraient nous alerter. À partir de quand une émotion, j'allais dire, dépasse le stade de ce qui pourrait sembler normal pour une émotion. Ouais, alors une émotion est toujours normale, puisque comme on l'a dit samedi, elle vient toujours dire quelque chose. Donc en soi, il n'y a pas d'émotion qui soit anormale. Après, ça va dépendre quand même, c'est ce qu'on évoquait aussi, ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Si c'est un petit enfant, c'est pas la même chose que si c'est un enfant de huit Un neuf ado. ans ou que si c'est un ado. Voilà. Sachant qu'après, il y a quand même des composantes au-delà des émotions qu'on va systématiquement aller vérifier ou questionner, qui sont au-delà des émotions vraiment toutes ces petites choses de la vie quotidienne qui nous donnent des indicateurs sur comment va notre enfant. Et notamment, on va aller regarder le sommeil, on va aller regarder l'alimentation, on va aller regarder les changements d'humeur. C'est-à-dire pas forcément d'avoir un ado ou un enfant qui soit tout le temps mal, mais si on a justement un ado qui d'habitude est plutôt d'une humeur égale ou stable et qui vit un moment où il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements d'humeur, ben à ce moment-là, ça peut être questionnant. On va aller regarder évidemment la qualité des relations avec les autres. Euh, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des copains? Est-ce que les relations à l'extérieur de la maison sont investies? Et on va évidemment, avec tout ça, avoir déjà un petit tour en fait, en réalité, de comment se sent l'enfant ou l'ado. Et après, au niveau des émotions, c'est vraiment très spécifique. Est-ce que vous avez un exemple particulier? Euh, Non, non, mais voilà, c'est vrai que c'était ce que j'avais déjà évoqué la dernière fois. Je trouve hmm, que c'est toujours délicat d'arriver à percevoir ce qui fait partie du développement normal de hmm. l'enfant et ce qui peut être induit par la perte de son frère ou de sa sœur. Mais je comprends bien que c'est difficile. Voilà, mais a priori, moi, j'ai pas de souci, mais j'essaye de voir parce que c'est ce qu'on dit, c'est délicat quand même. Il y a pas de mode d'emploi, quoi. Donc, de voir s'il y a des choses qui permettent qui servent d'alerte et de se dire, oh, attention, là, mais pour l'instant, je ne suis pas plus inquiet que ça, pour être tout à fait honnête. Oui,
C'est pour ça que vraiment, par exemple, dans le cadre, mais que ce soit d'un enfant ou un ado, toutes ces petites choses que je disais à côté de la vie quotidienne sont des indicateurs importants. Parce que notamment dans une situation de deuil comme celle que peuvent le traverser ces enfants ou dans des situations traumatiques importantes, il est évidemment normal, logique, attendu que les émotions se manifestent d'une façon plus forte, il est normal que les comportements changent un peu. Donc c'est vraiment en allant regarder aussi tous ces petits indicateurs de vie quotidienne qu'on va pouvoir voir dans quelle mesure ça va perturber plus profondément l'enfant et venir entraver quelque chose sur le plan de sa propre évolution, ou si c'est la manifestation, encore une fois, de quelque chose qui est en train de s'élaborer au niveau psychique dans une situation qui est particulièrement douloureuse. Il faut voir aussi combien de temps ça dure, il faut voir s'il y a des moments de bien-être, et à l'inverse, il faut voir aussi quand la situation est très difficile, si l'ado est c'est ce qu'on évoquait un peu samedi aussi, hein, dans quelque chose où, en termes d'humeur, tout va tout le temps bien et que finalement, tout est un peu lissé. Est-ce que c'est pas un ado qui cherche à protéger sa famille et qui finalement a un niveau de souffrance, mais qui va être moins perceptible parce qu'il y a déjà trop de souffrance autour de lui et qui préfère ne pas l'exprimer pour pas préoccuper, inquiéter encore plus ses parents, par exemple. Mais si vous vous inquiétez pas, du coup, vous, c'est un ado que vous avez? C'est une fille, c'est une adolescente, mais C'est une non, mais je fille. m'inquiète pas. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on en a parlé un petit peu. On a fait un point l'autre jour avec Nathalie, et c'est vrai que pour les parents qui ont des ados, c'est une période qui est déjà naturellement tumultueuse, quoi. Ouais. On se pose on pose des questions. En tout cas, moi, je me pose des questions. Mais non, est-ce que. Et après, ça fait un certain temps que son frère est décédé. Voilà. Mais je pense que tous les parents j'allais dire autour de cette table se posent la même question en se demandant quelle peut être l'influence ou l'impact d'un décès sur la fratrie. Donc voilà, c'était pour voir s'il y avait des indicateurs qui pouvaient nous, nous, nous alerter, c'est tout. Hmm. Oui, mais du coup, je resterai vraiment à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vraiment, tous ces indicateurs de vie quotidienne, le sommeil, l'alimentation, les relations avec les autres, les variations au niveau de l'humeur, sont vraiment des grands indicateurs qui font que globalement, un enfant ou un ado qui dort à peu près correctement, qui mange bien, qui a des copains, qui investit assez positivement certains secteurs de sa vie, il va y avoir aussi le secteur des activités, l'enthousiasme qu'on peut ressentir dans le fait de parfois d'aller à l'école ou alors d'aller faire du cheval ou voilà, avoir des choses comme ça qui nous animent. Ce sont déjà des indicateurs qui sont assez alors, solide. Ça ne veut pas dire que si ça va, alors tout le reste va forcément bien. Mais c'est déjà des indicateurs qui vont dans le bon sens. Même si à côté de ça, il peut y avoir des moments difficiles dans la journée, même si à côté de ça, il peut y avoir des moments de clash avec des ados, par exemple, ou des choses de ce type-là. D'accord, merci. Moi, j'ai une petite question. Donc, je m'appelle Anna, bonjour. J'étais pas là lors de la samedi, mais j'ai vu votre conférence par le lien qu'on m'a envoyé. Mhm. Voilà, donc moi, j'ai perdu mon fils il y a 2 ans, donc il avait 12 ans. Et il a une sœur qui est plus vieille, qui va faire 20 ans cette année. Mhm. Et en fait, mon enfant a été malade, Noah, il a été malade pendant 7 ans avant de D'accord. partir. Donc, à partir de 4 ans et demi jusqu'à ses 12 ans. Mhm. Donc, sa sœur, Fanny, elle a été très. Elle n'a pas eu d'enfance comme les autres enfants, en fait. Mhm. Hein. Clairement, on était partagés, plus souvent moi avec son frère à l'hôpital, son papa avec elle à la maison. Donc, moi aussi, j'ai raté beaucoup de son étape de son enfance. Et souvent, quand il y avait des événements qu'on essayait de préparer, un peu comme des vacances ou des réunions Mhm. familiales, à la dernière minute, il y avait toujours un truc, ça ne marchait pas. Et en fait, j'ai l'impression que, elle aussi, qu'elle a raté son adolescence, son enfance et après son adolescence. Et elle n'a pas raté, mais elle est passée à côté parce qu'elle a été vite
elle est vite tombée dans un... On l'a fait mûrir trop vite. Cette maladie l'a fait mûrir un peu trop vite. Donc, elle s'est beaucoup préoccupée de nous, de son frère. Elle n'est pas beaucoup sortie pendant son adolescence. Elle a jamais eu de gros problèmes, tout ça. Et maintenant, 2 ans après, je me pose une question parce que en fait, j'ai l'impression qu'elle a 20 ans. J'ai l'impression qu'elle est en train de vivre ses émotions d'ado. Enfin, c'est-à-dire, elle a jamais eu de problème. C'est peut-être un peu bête, mais elle n'a jamais eu de problème cutané. Là, elle a plein de boutons dans le visage. Elle est en train de... Avant, ben, je veux dire, elle s'intéressait pas du tout aux garçons, tout ça. Et là, maintenant, ça commence. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est en train de... Est-ce que le fait d'avoir vécu ça et pendant son adolescence, la perte de son frère, tout ça, et les problèmes de maladie, est-ce qu'un décès peut bloquer comme ça un peu l'adolescence d'un enfant? Ouais. Enfin, au niveau physique, enfin pas physique, mais elle n'a pas beaucoup grandi. Là, j'ai l'impression que, enfin, elle mange beaucoup. Elle a vraiment des symptômes de, enfin, elle mange pas exagérément, mais je veux dire, elle est vraiment, enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir une ado à la maison, même si elle a la maturité d'une jeune femme, hein. Elle a son permis et tout, mais j'ai l'impression qu'au niveau physique, et je sais pas, j'ai l'impression que tout arrive maintenant. Et je me suis dit, est-ce que Oui. ça a pu bloquer quelque chose? Alors oui, ça peut. Ah ouais, Ça peut totalement. Et on le sait d'une façon générale, dans le cas des traumatismes, il peut y avoir comme ça des choses qui se figent sur le plan du développement physique notamment, et qui vont du coup être retardées dans le temps. Alors je vais prendre un exemple d'un autre secteur, mais moi, par exemple, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de rencontrer des enfants qui avaient vécu différents types de traumatismes au niveau intrafamilial ou autre, notamment un petit garçon qui avait vécu un très 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 gros traumatisme à 9 ans, et à 12 ans, il avait la stature d'un enfant de 9 ans. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme si son développement physique et physiologique s'était mis en pause parce qu'il y avait tellement à gérer au niveau psychique que le corps a fait un arrêt sur image au moment de ce traumatisme-là. Et c'est en travaillant sur ce traumatisme, en autorisant la pensée à se remettre en mouvement et finalement que cet enfant s'autorise à avancer dans sa vie, que le corps a suivi derrière en fait. d'accord. Et donc c'est tout à fait possible, ce que vous dites, qu'à un moment donné, pendant longtemps, elle ne s'est pas autorisée. Alors, c'est pas une autorisation consciente et volontaire, on est sur des mécanismes psychiques, mais ce sont des mécanismes psychiques, je vais faire un autre parallèle, qui sont alors psychiques reliés au physique, qui sont les mécanismes qu'on va pouvoir retrouver par exemple dans des dénis de grossesse, où on sait que dans un déni de grossesse, l'enfant n'existe tellement pas psychiquement que le corps ne se modifie pas. Et parfois, en l'espace de quelques jours, quand la femme apprend qu'elle est enceinte, son corps va se modifier et elle peut être enceinte de 6, 7 mois et avoir un corps qui n'est absolument pas le corps d'une femme enceinte. Et en quelques jours après l'annonce de la nouvelle, son corps se modifie et elle a un corps de femme enceinte. Donc, on a des rouages, je peux vous donner des tonnes d'exemples dans des tas d'autres processus physiologiques où on a des rouages vraiment psychologiques et physiques qui se tissent très finement et à un niveau très inconscient. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de quelque chose ni de volontaire, ni une injonction qu'on se fait à soi-même. C'est vraiment notre corps, quelque part, capte que dans ce moment-là, il faut qu'il se mette un peu en hibernation, un peu en veille. Parce qu'il y a d'autres choses qui doivent processer, il y a d'autres choses qui doivent se passer. Et quand on laisse l'ouverture de dire ça y est, ok, c'est bon, là, je peux y aller, à ce moment-là, le corps réagit et on va passer toutes ces étapes-là. D'accord. Donc, c'est Parce- tout à fait possible et c'est très positif, en fait, ce que vous dites. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est bon signe maintenant si ça commence à Et oui, changer? Ouais. Parce que oui, même au niveau physique, les photos, des fois, on regarde des photos d'il y a 5 ans, mais elle a la même tête que maintenant, quoi. C'est incroyable. Enfin, elle change pas, oui. elle n'a pas changé du tout. Mm. Alors qu'il y a des copines, elles changent de look. Enfin,
Et elle se dit, mais pourquoi moi, j'ai toujours l'air d'avoir, j'ai 20 ans et des fois, j'ai l'impression d'avoir 16 ans. On me la prend pour plus jeune. Alors moi, je dis, bah, c'est pas grave, tant mieux, tu verras quand tu seras vieille, c'est bien. Mais elle, ça la marque, quoi. Je dis, mais pourquoi est-ce que maintenant j'ai plein de boutons? Est-ce que je stresse trop? Enfin, je sais pas. Je dis, mais non, je pense que je le pensais déjà, mais je n'osais pas poser la question. Je me dis, non, c'est pas possible. Enfin, on peut pas bloquer comme ça une croissance, mais alors si, c'est possible. Bien Enfin, ça sûr, peut se bloquer. Ah, d'accord. bien sûr, ça peut. Ça peut. Ok. Quand il y a des traumatismes comme ça vraiment importants, ça peut. Et c'est positif parce que ça veut dire qu'effectivement, là, elle va rentrer dans une autre phase de son développement. Et le principe du développement, le principe fondamental du développement, c'est justement que les choses doivent être en mouvement. Voilà, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait des changements. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Donc il y a forcément quelque chose sur le plan psychique qui est en train de bouger aussi pour elle, et elle va pouvoir avancer et se saisir d'autres dimensions d'elle-même, aller faire d'autres expériences pour consolider la construction de son image de soi et de son identité. Et ensuite, au-delà de la maturité qu'elle a déjà construite, parce qu'elle a une expérience de vie qu'il a confrontée trop tôt, ou très tôt en tout cas, trop tôt, c'est pas la question, mais en tout cas très tôt à des choses qui sont douloureuses de la vie, qui font développer une maturité particulière, mais maintenant elle va pouvoir aussi investir le reste. Et ça, c'est hyper bien. Merci. Bonjour Nathalie, tu es avec nous? Alors, je suis avec vous, mais je suis encore dans la voiture. Donc, dans 2 minutes, je suis à la maison. C'est pour ça que j'ai pas mis le son Ça encore. marche. Et je vous rejoins là dans 2 minutes. Mais je vous écoute, par contre. Je vous écoute. À tout de suite. Super. Juste, peut-être pour rebondir sur ce que vous avez dit, et à l'inverse, nous, dans nos amis très, très proches, on a nos amis très proches ont une petite fille de 9 ans et qui vient d'avoir ses règles, en fait. Et le médecin leur a demandé, sans qu'ils disent rien, est-ce qu'il n'y a pas eu un décès dans votre environnement récemment? Et en fait, bah si, puisqu'il y a donc j'ai 3 enfants en fait, un aîné qui a 17 ans, Gaspard qui avait 13 ans qui est mort le 1er avril et Margot qui a 8 ans qui va avoir 9 ans fin avril. Et en fait, si, il y avait le décès de Gaspard. Donc voilà, je voulais savoir si c'était, enfin ça nous a étonnés. On ne sait pas s'il y a un lien de cause à effet, mais une relation, mais voilà. Est-ce qu'à l'inverse, ça peut susciter une puberté précoce? Ça peut aussi. C'est-à-dire vraiment, les chocs psychologiques viennent un petit peu désorganiser le cours naturel des choses. Donc ça peut être dans un sens ou ça peut être dans l'autre sens. Et c'est pour ça qu'une des choses qu'on évoquait samedi, c'était vraiment de toujours prendre en compte les 3 dimensions. Le corps, la pensée et les ressentis. Parce qu'en fait, tout se passe dans cette intrication très fine et le corps va avoir sa propre façon de réagir par rapport à la situation. Alors, je vais faire un lien aussi avec une autre chose, je pense que vous l'avez tous en tête, mais je trouve que c'est important, c'est que ça peut être ça, mais du coup, ça peut être totalement autre chose aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui peuvent faire. Par exemple, on sait aujourd'hui que certaines petites filles vont faire des pubertés très précoces. Plus précoce, l'âge de la puberté a tendance à se décaler un petit peu. Il peut y avoir d'autres facteurs qui vont entraîner cette puberté-là. Donc, je crois que quand il y a des événements aussi forts, parfois, on peut être tenté de tout faire tourner autour de ce traumatisme-là. Alors qu'effectivement, et c'était votre question, je pense Lionel tout à l'heure, il y a un moment donné où il y a aussi un cours des choses qui se fait et peut-être que sans ce traumatisme-là, ben, malgré tout, cette petite fille, elle aurait fait sa puberté, elle aurait eu ses premières règles aussi tôt. Donc de pas forcément tout relier. Mais néanmoins, oui, ça peut entraîner ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre façon de réagir, on est des êtres logiques et rationnels uniquement sur une partie de notre fonctionnement, mais on a vraiment toute une autre partie qui est régie par des lois tout à fait différentes et
Et il y a un moment donné où oui, le corps peut réagir de cette façon-là, comme effectivement, il peut y avoir des modifications dans le comportement de l'enfant qui ne semblent pas directement liées, par exemple, au deuil qu'il est en train de vivre et qui, pour autant, sont quand même la conséquence de ce deuil-là. Alors qu'on n'aurait pas forcément fait le lien entre ces deux choses-là. Donc, c'est toujours cette intrication très subtile. Mais peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, bah, il y aurait pas il y aurait quand même ce comportement. Toujours un petit peu qui de la poule ou de l'œuf, qu'est-ce qui est le déclencheur de quoi et à quel endroit il faut à la fois pas surinterpréter tout par rapport à ça et en même temps, oui, ça peut avoir des conséquences aussi, parfois même aussi impensables ou en tout cas qu'on peut vraiment pas anticiper du type de celle que vous décrivez. D'accord. Et du coup, j'avais une autre question. Donc nous, le décès de Gaspard a été très brutal. Il est mort du jeu du foulard et son frère aîné qui l'a trouvé. Ok. Du coup, mon fils aîné, donc un trauma bien évidemment. On lui a fait faire de l'EMDR et il n'a pas voulu continuer après sur un suivi psy avec la psy qui lui a fait l'EMDR parce qu'il ne se sentait pas et voilà. Et puis il n'avait plus envie. Enfin, on a vu les effets de l'EMDR, hein, très clairement. Très clairement, on a vu les effets de l'EMDR. Ouais. Ça a été hyper efficace sur le stress post-traumatique, ça, vraiment, très concrètement. Après, il y a tout le reste en dehors de ce stress post-traumatique. Moi, je lui ai posé la question de savoir s'il voulait continuer sur un suivi psy. 2 fois, il m'a répondu que oui, il voulait bien, mais à chaque fois, c'était dans des moments où moi, je ne le trouvais pas bien, etc. Mais bon, alors, et en particulier pendant les vacances là, sauf qu'il s'était fait larguer par sa petite copine, et puis finalement, elle est revenue avec lui, ça va beaucoup mieux depuis. Donc voilà. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que si la démarche d'aller voir un psy venait pas de lui et qu'on lui collait entre guillemets du psy maintenant alors qu'il n'en avait pas nécessairement besoin, le jour où il en aurait vraiment besoin, du coup, en gros, on aurait épuisé les cartouches psy et voilà, qu'il fallait pas mettre du psy partout et comme notre fonctionnement familial n'était pas pathogène, que les choses se traînent entre guillemets, c'est pas le terme qu'on a employé, je sais plus quel terme, mais en famille et que voilà. Et du coup, je suis un peu paumée de tout ça parce que moi, en tant que maman, ça me rassurerait énormément qu'il consulte régulièrement parce que j'ai peur tout le temps. En même temps, je veux rien lui imposer, je veux pas qu'il fasse des trucs pour me faire plaisir. Mais voilà, en fait, j'en suis là, je sais pas, j'ai très envie, enfin moi, mais lui, je sais pas s'il a très envie. Mais en même temps, l'autre jour, oui, il a été détecté asthmatique comme étant précoce. Enfin, je n'aime pas ce terme-là non plus, mais donc voilà. Et l'autre jour, j'en parlais avec lui et je lui disais que je lui demandais si c'était pas trop le bazar dans son cerveau en ce moment. Et vu que voilà, c'est compliqué, il m'a dit que si, effectivement, c'était compliqué. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire en fait. Je sais pas. Alors effectivement, on en a un peu parlé samedi. Moi, j'ai une position qui est assez claire sur le sujet qui m'appartient, mais je pense qu'il ne faut pas forcément attendre que l'ado soit OK pour initier une consultation psychologique. Et on n'a pas toujours besoin que l'ado soit hyper content de venir voir le psy pour pouvoir commencer à travailler avec lui. Et c'est vrai que là encore, c'est toujours compliqué de faire des généralités, mais moi, je peux vous citer pas mal d'exemples d'ados qui sont venus en consultation pas du tout volontairement initialement et qui pour autant y ont quand même trouvé quelque chose qui les a aidés et qui y sont revenus justement après. Parce qu'il y a quand même beaucoup de représentations sur qu'est-ce que c'est aller voir un psy, qu'est-ce qu'on va attendre moi, qu'est-ce que je suis censée dire, qu'est-ce que je suis censée faire, est-ce qu'on va m'obliger à parler de mon frère et j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie qu'on revienne sans cesse sur le sujet, est-ce que je vais être obligée de raconter pendant 3 plombes les trucs douloureux de ma vie à quelqu'un que je connais même pas, enfin,
Il y a tout ça, en fait, quand même, dans les représentations. Et il faut pouvoir vivre la consultation psychologique au moins quelques fois pour pouvoir déjà réajuster sa représentation de qu'est-ce que ça peut être, aller voir un psy. Et à ce moment-là, pouvoir proposer quelques séances à l'ado, enfin, même un deal, même si c'est pour faire plaisir, de dire, OK, tu fais 4-5 séances. Et après, si tu veux pas aller plus loin, il n'y a aucun souci, on arrête. Mais d'initier quand même ça, moi, je trouve que c'est quand même vraiment bien. Et effectivement, une fois qu'il y a l'expérientiel, si l'ado dit, bon, bah non, c'est bon, là, pour l'instant, et que la psy dit, bah ouais, ok, moi, j'ai fait le tour du truc et je pense que pour l'instant, il faut pas pousser plus loin, pas de souci. Vous mettez en pause et puis vous voyez s'il n'y a plus jamais besoin, s'il faut lui reproposer plus tard ou s'il revient de lui-même ensuite. Mais moi, je suis plutôt favorable à ça, quand même, d'installer ça. Et à l'inverse, oui, alors les enfants qu'on a, entre guillemets, traînés chez le psy depuis leur plus jeune âge, à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, à 8 ans, à 12 ans, clairement, à 17 ans, ils veulent plus entendre parler d'un psy. Et c'est logique. Mais là, c'est légitime, il y a un contexte, il y a forcément, même s'il y a des choses qui vont bien, il y a forcément des choses qui sont compliquées à d'autres endroits. Donc, je pense qu'il ne faut pas attendre qu'ils disent, ouais, ok, super, je vais le faire. Il faut l'initier. Et après quelques séances, on ne met pas un pied dans l'engrenage de si j'y vais, je suis coincée toute l'année. On peut vraiment faire un deal en disant, tu y vas 4 fois, et si vraiment ça colle pas, il n'y a aucun souci. Soit on décide que finalement la démarche est quand même bien, puis on l'a fait avec quelqu'un d'autre parce que peut-être ça colle pas dans le contact avec la personne, ce qui peut évidemment arriver, il faut quand même que ça matche. Soit c'est que, ben, ok, pour l'instant, c'est pas le bon timing, on met ça de côté, puis on y reviendra à un autre moment, mais tu as testé et tu sais que tu peux y revenir si besoin. Ouais. Mais après, je lui avais déjà un peu forcé la main pour le MDR. Enfin, pas pour le début, parce que là, il voyait bien tout de suite que ça allait pas du tout. Et puis, très vite, on s'est tous dit que de toute façon, sans une aide de professionnels, on ne s'en sortirait pas. Donc, au début, ça allait, mais après, y aller, ça le saoulait. Mais en même temps, il y a eu un bénéfice, effectivement. Oui, et c'est pas grave, hein. Moi, j'ai vu des ados pendant des mois qui n'avaient pas du tout envie d'être là. Et pour autant, ce qui était intéressant, c'est qu'ils venaient en faisant l'enfer à leurs parents. Et le temps de la séance avec moi, en fait, ça se passait hyper bien. Et on travaillait vraiment sur des choses. Et ils sortaient en disant, ouais, c'était nul, on n'a rien fait, ça ne sert à rien. Sauf qu'en fait, si, il s'était passé énormément de choses dans la séance, en fait. Mais là encore, pouvoir faire quelques séances avec une psy et avoir l'avis de la psy sur, ok, bah, est-ce qu'effectivement, c'est pertinent de continuer? Bah, vous, en plus, ça va vous rassurer. Et je trouve ça hyper légitime que vous ayez besoin d'être rassuré voilà, par rapport à votre grand ado. Je trouve que votre demande, elle est extrêmement entendable, en fait. Ouais, mais on est, voilà, c'est comme Lionel, c'est tout le temps, on est, Ouais. quelles sont la projection de mes angoisses sur mes enfants et qu'est-ce qui relève de ça et qu'est-ce qui relève du trauma, quoi. En fait, Oui, mais j'ai envie c'est de ça dire à qu'à chaque fois. minima, si déjà vous, ça vous rassure que ce soit fait, ça veut dire qu'en retour, il va se passer quelque chose dans votre relation avec lui, puisque vous serez un peu du coup rassuré. Et donc, inévitablement, bah, ça sera aussi du positif pour lui. Donc, c'est une systémie, hein. C'est un système, la famille. Donc, ce que vous ressentez, vos inquiétudes, elles impactent sur votre relation avec lui. Donc, si mettre ça en place, c'est vous permettre aussi de faire ne serait-ce qu'un tout petit peu baisser le stress que vous avez par rapport à lui, bah, ça lui sera de toute façon bénéfique, clairement. Donc, faites-le. Et juste sur le même sujet, en fait, à un moment, on m'a dit que comme il n'adhérait pas, fallait pas être sur un suivi individuel, fallait attendre que ça vienne de lui, mais que en revanche, une thérapie familiale, ce serait top. Alors, ce à quoi, quand je lui en ai parlé, alors, on est suivi par la CUMP, en fait, par la CUMP de Lyon.
quand j'en ai parlé à la CUMP, on m'a dit mais non, n'importe quoi. Enfin, on ne me l'a pas dit comme ça, mais en gros, ça voulait dire ça. Mais non, n'importe quoi, vous n'avez pas un fonctionnement pathogène, il n'y a pas besoin, etc. Et l'ado ne parlera pas dans le cas d'une thérapie familiale, ce qu'il ne veut surtout pas parler avec, en présence de ses parents. Et effectivement, quand j'en ai parlé à Brieux, il me dit non, mais n'importe quoi. Voilà. Et du coup, je suis restée avec ce truc, ok, faut une thérapie familiale ou faut pas, ou faut. Enfin voilà quoi. Bah, est-ce qu'il y a de la communication dans la famille? Est-ce que vous avez arrivé à communiquer entre vous? Ben, c'est-à-dire que oui, alors entre moi et mon conjoint, oui. Après, c'est beaucoup nous qui parlons et moins les enfants, très clairement. Moi, je parle beaucoup, je leur parle beaucoup, enfin beaucoup. En retour, j'ai pas grand-chose. C'est une de mes interrogations d'ailleurs. Moi, je parle aussi de leurs frères. Je leur dis aussi quand ça va pas, enfin voilà. Oui, il y a beaucoup de communication, ça c'est sûr, mais plus de notre sens de nous les parents, enfin ce qui est un peu logique aussi. Hein, bah oui, ce qui est aussi hyper logique. Voilà. Mais ils ont la place pour s'exprimer oui. s'ils en ont besoin. Le message est là. S'ils ont Oui. besoin de s'exprimer, ils ont la place pour le faire. Donc je pense que, alors j'entends le raisonnement par rapport à plus l'approche systémique et familiale, mais je ne suis pas sûre que ce soit très nécessaire et que ce soit plus enthousiasmant effectivement pour un ado. Et je pense qu'au contraire, il pourrait beaucoup plus profiter d'avoir un espace en dehors de la famille. Plutôt qu'un espace où on va encore parler, où chacun va encore dire, parce que voilà, et papa et maman vont encore raconter leurs trucs, et nous, quelque part, on va être un petit peu obligé de parler là, alors que c'est peut-être pas forcément le besoin qu'on a là maintenant. Moi, je crois pas. Moi, vraiment, je pense que j'initierais comme ça déjà un premier rendez-vous. Si ça matche à peu près avec la psychologue, vous mettez une petite série qui est vraiment 3-4 rendez-vous tout seul. Et après, vous voyez. Et même s'il n'est pas motivé, vous allez au bout de ces rendez-vous-là prévus. Il faut au moins qu'il y ait 3-4 rendez-vous. Genre en 1 ou 2 séances, on peut pas, même l'ado ne peut pas vraiment se rendre compte de ce que ça peut être, ce type de démarche et de ce qu'on peut y faire et de est-ce que c'est OK. Enfin, il faut le temps de construire quand même un petit peu la relation, la confiance. Donc, vous le fixez, mais vous le mettez vraiment en deal. Si à l'issue de ces rendez-vous-là, pour toi, c'est absolument non, pas de problème, on fera différemment. Ouais, d'accord. D'accord, merci. Merci beaucoup. Juste un petit interlude pour vous dire un coucou. Je suis vraiment désolée Je vous ai écouté, hein, mais je ne pouvais pas me connecter. J'étais dans la salle d'attente de l'orthodontiste. Ça ne se faisait pas vraiment. Donc voilà. Mais bonsoir à tous et ravie de vous voir. Profitez bonsoir. de poser des questions. Hein. Oui, bonsoir Christelle. Je Bonsoir. suis nouvelle parmi vous. Mon fils aîné Mathis est décédé, ça va faire 2 ans la semaine prochaine. C'était un accident de ski et nous étions tous présents et c'est son frère cadet qui est arrivé le premier sur l'accident et qui l'a trouvé. Donc c'est plus compliqué donc avec Noah. Ils sont 3 frères, Mathis, Noah et Marceau. Noah est en pleine adolescence puisqu'il avait 12 ans au moment du décès, il en a 14. Et se pose également la question de la place dans la fratrie, c'est-à-dire que Noah était le cadet. Aujourd'hui, aux yeux de son petit frère, il est l'aîné de fait, enfin, il est le plus grand, il est le référent et lui n'a plus de référent. Et je trouve que c'est quelque chose de difficile à appréhender, de le maintenir à sa place de cadet. L'autre jour, Marceau lui a dit oh, mais l'aîné il peut faire ça. Et je l'ai repris en disant Noah n'est pas l'aîné. Enfin voilà, comment il faut se positionner par rapport à ça? Donc Mathis, c'est l'aîné. Mathis, c'est mon fils aîné qui est décédé, il avait 16 ans et demi. D'accord. Noah avait 12 ans, maintenant il en a 14, et Marceau avait 10 ans et il va en avoir 12. D'accord, voilà. Ok. Et c'est effectivement un deuil traumatique également, puisque c'était un accident où nous étions tous présents et qu'il est décédé sur le coup avec tentative de réanimation. Donc voilà, très traumatisant. Et c'est Noah qui me pose le plus de problèmes en fait aujourd'hui.
parce qu'il est enfermé dans un mutisme total, qu'effectivement, on a essayé des séances chez une psychologue, il a fait 3-4 séances, mais il a fallu le traîner et il ne veut plus y aller, qu'on sent quand même un mal-être, qu'il est enfermé dans un certain mutisme ou alors dans une certaine agressivité. Et voilà, il ne sait pas trop où est sa place, je pense, aujourd'hui. Mm. Et alors, effectivement, on évoquait tout à l'heure le MDR. Je ne sais pas si vous connaissez tous cette approche, mais qui est quand même Oui, une oui, bien approche, sûr. voilà. Est-ce que du coup, il a pu Mais expérimenter? Il refuse tout là. il refuse tout. Tant et si bien que les premières séances qu'on a réussi à faire, c'est la psychologue qui est venue le chercher dans la voiture, il ne voulait pas monter. Ouais. Donc, il est vraiment dans un refus total. Alors, la seule chose qu'on a réussi à faire ces dernières semaines, c'est de passer par le biais du scolaire, parce qu'effectivement, moi aussi, mes 3 enfants sont des enfants précoces. Et donc, son frère aîné avait fait des tests pour voir un petit peu comment ça se passait, pour mettre un accompagnement au niveau du lycée, parce qu'il était un peu tête en l'air, etc. Et on est passé par ce biais-là pour rencontrer une psychologue qu'il a vue 2 fois. Mais ça va s'arrêter là. On va faire une restitution samedi et je ne suis pas sûre qu'il ait envie de la revoir. Voilà, on n'arrive pas à décoincer la situation, à le faire parler. Et il dort mal, il est enfermé tout le temps dans sa chambre. Et avec nous, il est quand même assez agressif. Il est agressif avec son petit frère aussi. Voilà, il n'a pas un comportement serein, même si on essaie de faire la part des choses entre l'adolescence et le trauma. D'accord. Et est-ce qu'il parle avec d'autres personnes, avec des personnes de la famille? Est-ce qu'il est bien entouré au Non. niveau des copains? Alors, il a des copains, il a quelques copains, mais il ne nous en parle pas du tout non plus, donc c'est difficile de savoir. Mais oui, il a des copains, il a un groupe de copains, ils sont 5-6, je pense. Et là, il est à l'aise, je suppose, parce qu'il ne dit pas grand-chose. À l'école, enfin, scolairement au collège, ça se passe bien, il a des très bonnes notes et on a un retour des professeurs sur les bulletins, comme quoi il est tout à fait intégré dans le groupe de classe, etc. Donc ça, voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais Ok. voilà. Ok. Ok, ok. Et vous, quand il n'arrive pas à vous parler, Non, il n'arrive pas à évoquer des choses, et vous non. avez un animal? Alors, on a pris un petit chaton là, que j'ai trouvé au cimetière, justement, donc voilà, c'était le clin d'œil. Et il l'a rejeté dès le départ. Et là, il commence à l'apprivoiser un peu, mais la première réaction, ça a été une réaction de rejet, surtout que j'ai trouvé le petit chat au cimetière, quoi. Donc, voilà. Ah ouais, donc c'était très Ouais. associé du coup à quelque chose Ben, de très traumatique. ouais, c'était pas un fait exprès, hein, mais bon, voilà, j'ai trouvé un chaton de moi dans le cimetière, je vais récupérer, mais voilà. Ouais, Donc, c'était non, il rejette difficile. assez. Ouais. D'accord. Et il fait des activités sportives, il se dépense. Non, plus trop, plus trop. Alors, il s'est mis à jouer au basket dehors chez nous parce qu'on a un panier de basket et parce que son frère était fan de basket. Et je pense qu'il s'identifie beaucoup à son frère Hmm. aîné dans pas mal de choses. Voilà. Jusque même dans les projections Ouais. d'études à faire, puisque son frère devait passer le bac qu'il n'a pas passé. Et même dans les études, il est en train de se projeter sur les mêmes que celles que voulait faire son frère. Oui, mais ce qui est assez Et pour en normal. parler avec ma psychologue, pardon? Oui, allez-y, je vous en prie. Ma psychologue me dit qu'elle a l'impression qu'il est resté bloqué, qu'il est resté, d'après ce que je lui explique, hein, qu'il est resté bloqué à l'accident et qu'il n'arrive pas à avancer et que du coup, il empêche un peu tout le monde de vivre aussi, quoi, dans Oui, son ouais, comportement ouais. vis-à-vis de la famille. Hmm. Mais non, je disais, c'est un peu normal qu'il y ait cette identification du coup à son grand frère. Et c'est vrai que une part du travail de deuil dans les fratries, c'est justement que chacun arrive à retrouver une nouvelle place dans une nouvelle configuration familiale qui ne consiste pas à faire un reset et à faire un espèce d'avant-après, mais qui soit à la fois dans une continuité, mais qui à la fois intègre les changements qu'on est obligé de subir parce qu'on n'a pas le choix en fait. Et oui, il est probablement resté dans quelque chose de très traumatique par rapport à ce qui s'est passé, à ce qu'il a peut-être vu, entendu. Moi, Ouais. ça me ferait
penser, en fait, si vous voulez, à ce que vous décrivez, en tout cas, me fait vraiment penser à. Vous voyez ce fameux tableau très très connu, Le Cri de Oui, Munch? de Munch. Oui, ou avec un moment où le traumatisme est tellement intense que Ouais, ça coupe la parole, ça ouais, coupe les sensations. On est dans un arrêt sur image et c'est impensable et on n'arrive pas à relancer cette machine à penser sur soi, penser sur la famille, penser sur ce frère qui est pas là, penser sur un avenir qui nous appartient. Et du coup, on se projette dans une espèce de continuité. Si son frère n'est pas là pour le faire, il faut qu'il le fasse à sa place. Il faut qu'il soit grand à sa place. Il faut qu'il fasse les études qu'il aurait dû faire à sa place. Et ça, effectivement, ça peut vraiment figer quelque chose sur le plan de l'évolution. Et quand on ne peut pas parler, quand on ne peut pas dire, c'est pas forcément qu'on s'interdit de dire, c'est que parfois on n'a toujours pas trouvé le moyen de mettre des mots, alors qu'on est encore quelque part sur du ressenti pur. Et le oui, ressenti pur empêche c'est de ça. trouver les mots. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous en parlez, quand vous évoquez là la situation, même moi, j'ai une espèce de sentiment d'impuissance, de dire, mais je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Je voudrais vous dire quelque chose, mais je sais pas quoi vous dire. Et, Ben voilà, ben on en et, est là. C'est et ouais. effectivement ça. Et je pense qu'il en est là aussi. Peut-être qu'il voudrait dire quelque chose, lui. Qu'il voudrait désespérément Mais pouvoir d'ailleurs, dire et penser quelque chose de ça, mais qui ne peut pas. 2 mois après l'accident, il nous a fait une angine Ouais. monstrueuse, quoi. Donc c'était vraiment là que ça se passait, quoi. On ne pouvait plus parler. Ah ouais. Mais bon, ça dure puisque ça va faire 2 ans et on sait, voilà, je sais pas comment, par quel bout l'attraper pour essayer de l'accompagner et de l'aider. Alors, si du coup, il peut pas accéder vraiment à sa pensée pour l'instant et mettre. Je sais pas de quelle façon, mais peut-être qu'il faudrait d'abord relier à des sensations. Alors, Quelque chose. Oui. je lui ai proposé justement, donc la semaine prochaine, ça fera 2 ans, et j'ai décidé que je voulais faire un baptême de parapente ce jour-là, moi, au niveau sensation, justement. Donc, je leur ai proposé et Noah est d'accord pour faire du parapente, mais pas ce jour-là. Donc, je lui ai dit, OK, bah, écoute, on ira en faire un autre jour ensemble. Et il sait où il veut le faire. Il veut le faire au Mont Ventoux, puisque Mathis, son frère aîné, a grandi au pied du Mont Ventoux. Donc, il a déjà choisi l'endroit. Et je me dis, effectivement, peut-être que voilà, lui proposer ça va peut-être le libérer de s'envoler. Là, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il crie? Ça peut arriver, oui, 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 oui. Alors, je crois qu'il a besoin de crier de toutes C'est ses ça. forces. Ouais, De je crois toutes aussi. ses forces. Mais je vais faire vraiment un parallèle un peu absurde, mais comme un bébé qui vient de naître et qui va vraiment, sa première bouffée d'air dans le monde, c'est dans ce cri-là, en fait. Dans ce cri qui fait une résonance dans tout le corps et qui fait à la fois un retour sur soi et se reconnecter à quelque chose de très profond. Et je pense que effectivement, ce que vous évoquez là, de sensoriel très fort, peut-être que ça peut l'amener à ça. Mais je crois que je lui demanderai surtout pas de parler. Je lui demanderai pas d'exprimer. Je le laisserai. Je pense qu'il peut pas. Il ne peut pas. Et qu'il faut pas forcer ça. Il faut trouver vraiment cette amorce sensorielle, de le reconnecter à quelque chose de très profond en lui qui fasse sortir quelque chose. Alors après, ça peut être effectivement dans une expérience physique très intense. Ça peut être dans de la musique, vraiment, dans le chant. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui l'intéresse? Est-ce que. Non, pas forcément, je pense pas, non. Bah alors, peut-être, je sais pas. Je crois que j'irai peut-être un peu gratter ça ou faire des propositions autour de ça. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui peuvent pas se dire, prendre la voix de chanter, alors je sais pas, peut-être comme beaucoup d'ados, il écoute du rap et comment est-ce qu'on peut mettre en mots sur d'autres choses
ou vraiment crier, ou D'accord. du métal, où on va vraiment mais crier du fond de ses tripes. Alors c'est pas Ouais. très agréable pour la famille, hein, en général. Non, non, Mais mais je comprends tout à vraiment fait ce vers quoi. et Ouais. ouais et ne pas lui demander de parler. Je laissais Non, mais de toute ça. façon, ça, on lui demande pas parce que c'est impossible, on le sent bien, donc Ouais. on lui demande Alors pas, juste on le ressent. Mais oui, oui, j'ai bien cerné là ce vers quoi vous orientez la chose et ça me parle assez. Oui. Ça me Je parle assez. coupe un peu pour qu'on ait le temps vraiment de faire un peu le tour de tout le monde. Je suis désolée, Christelle, hein, Non, non, mais il n'y a pas de souci, ça donc, m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup. ce que j'ai bien compris et ce que tu formules, c'est que sur les ados, de ne pas forcément être dans la parole, de vouloir verbaliser, de les laisser exprimer ça de différentes manières par le corps, la musique ou autre. Alors, je sais qu'il y a une problématique aussi sur la colère et il y a eu beaucoup de questions de parents qui ne sont pas là, mais qui souhaitaient, qui ont des enfants plus jeunes et qui vivent une espèce d'immense colère et qui déroutent les parents qui ne savent pas comment faire face à ces excès de colère. C'est des enfants qui ont que je connais, hein, entre 6, 7, 8, 9 ans et qui ont souvent été un peu dans l'ombre ou du frère ou de la sœur malade ou du deuil de la souffrance des parents et qui réagissent avec beaucoup de colère. Alors, je ne sais pas si des parents parmi vous veulent aller sur ce sujet-là pour savoir comment on réagit face à un enfant qui pique ses colères. Est-ce qu'on le punit? Est-ce qu'on le gronde? Est-ce qu'on lui parle? Qu'est-ce qui peut l'apaiser? Voilà, c'est vraiment des impasses de colère comme ça. Est-ce que d'autres veulent compléter la question que m'ont posé plusieurs parents par des témoignages? Oui. Mélanie. Moi, moi, je suis la maman de Maïssa. Hein. Maïssa, on a eu un accident de voiture avec sa sœur Yasmine. Et voilà, Maïssa dormait dans la voiture et à son réveil, sa sœur était décédée. Donc, après l'accident, en fait, moi, j'ai été blessée. Donc, forcément, avec le deuil, la douleur, Maïssa était un petit peu peut-être laissée de côté, mais avec lui qui est la famille. Mais juste après l'accident, je n'ai pas reconnu Maïssa, en fait. Un peu parce que je ne l'ai pas reconnue. En fait, avant, j'avais des soucis pour la faire manger. Elle ne mangeait pas trop. Puis juste après, elle engloutissait tout ce qu'elle voyait. Après, il y avait des moments de grosse colère, et limite agressive et violente, mais surtout avec moi, en fait. Et sans compter les cauchemars, plein de... son comportement a changé, en fait. Et donc, on a été orienté par l'aide aux victimes au CMP. Et en fait, elle y va. Moi, je me suis dit, bon, moi, je peux pas gérer ça. Donc, le CMP va pouvoir peut-être gérer ça. Mais en fait, elle y va, mais à reculons. Elle me dit, j'y vais, mais je parle pas, je fais rien. Attends, vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'y vais. Quelque part, elle n'était pas obligée, mais voilà, pour moi, c'était la seule solution. Et je vois je vois pas trop d'évolution. Surtout qu'en fait, je remarque en fait chaque fois qu'il y a du monde extérieur qui est avec moi, elle change de comportement avec moi et elle peut vite être désagréable, me répondre, ne pas m'écouter. Voilà, elle a bien changé, quoi. Je la reconnais plus du tout. Et même au niveau relationnel à l'école, avec ses amis, la maîtresse me disait qu'en fait, Maïssa a beaucoup changé. Et toutes ses copines, il y a des soucis, quoi. À un moment donné, je me suis dit, mais toutes les copines de la classe, toutes les copines ne veulent plus lui parler. Je dis, Maïssa, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que toi, dans ton comportement, elle est catégorique. Moi, j'ai rien fait. Moi, je n'ai rien à me reprocher. C'est elle. Si toi, tu me comprends pas, c'est que toi, tu es contre moi. Donc, voilà. Et puis, en ce moment, là, sans compter les cauchemars, tous les soucis autour, il y a aussi le sentiment de culpabilité en ce moment. C'est-à-dire elle revoit des choses qu'elle a faites avec sa sœur, par exemple. Elle me dit, on était au centre aéré, Yasmine, elle voulait jouer avec moi j'aurais préféré jouer avec ma copine. Je lui dis, et elle regrette, elle a plein de choses, mais là, ça la met dans des états. Elle me dit, t'as vu maman, j'ai pas été gentille, j'ai pas voulu qu'elle joue avec moi, j'ai préféré aller jouer avec mes copines. Plein de choses comme ça où elle est en larmes, hein, vraiment. Je n'arrive pas à la calmer dans les moments comme ça. Et ça lui arrive surtout la nuit, la culpabilité. Voilà. Mais voilà, moi, c'est intéressant que vous évoquiez d'affilée à la fois son problème avec les copines actuelles
et sa culpabilité d'avoir rejeté sa sœur pour préférer ses copines. Ouais. Oui. Et enfin, je vois bien que bon, moi j'ai du mal en fait à l'aider parce que justement moi, enfin là ça fait 17 mois hein, et voilà, on n'est que toutes les deux, donc le papa, on est séparés. Je suis toute seule avec Maïssa à Marseille, donc voilà. Et puis physiquement, moi j'ai été opérée il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est très compliqué. Le contexte est compliqué et je me sens un peu démunie hein, malgré qu'elle voit le CMP. Et voilà. C'est la dernière fois que vous avez dit, vous avez parlé de la colère qui cachait la tristesse. Donc, mais parfois, enfin, je l'ai remarqué deux, trois fois dans la semaine, si quelqu'un vient me voir, eh ben, elle peut, devant la personne, elle peut être violente avec moi. Quand je dis, mais Maïssa, mais arrête, pourquoi tu te. Et je comprends pas, mais juste avant, on n'était que toutes les deux. Elle est, ça va, quoi. Mais dès qu'il y a quelqu'un, je la reconnais pas, en fait. Et après, quand on en parle, elle me dit, non, mais je ne le fais pas exprès. Ce qui est vrai. Donc, voilà, de toute façon. Oui, ce qui est absolument vrai. Absolument. Mais elle n'était pas du tout. Enfin, après, j'ai l'impression que c'est une autre personne, quoi. Et je sais pas, pas du tout. Voilà. Oui, mais ce qui doit être aussi extrêmement déstabilisant pour elle, parce que si vous avez l'impression que c'est une autre personne, imaginez comment elle doit se ressentir avec une espèce de sentiment d'étrangeté par rapport à elle-même. Oui. C'est-à-dire que finalement, c'est comme s'il y avait un avant-après. Non seulement elle n'a plus sa sœur, mais en plus, il y a une part d'elle-même qui n'existe plus non plus, du même coup. Oui. C'est hyper compliqué. Et elle a probablement besoin que vous l'aidiez aussi à, comment dire, garder un sentiment de continuité par rapport à elle-même. Ce n'est pas une autre personne. Elle a un autre comportement, mais de la même façon que vous n'êtes pas exactement la même personne. On ne peut pas être exactement la même personne après avoir vécu un tel drame. Ça fait bouger des choses à l'intérieur de nous. C'est inévitable, en fait. Donc, il y a forcément des nouvelles peurs, il y a des nouvelles quêtes, il y a des nouveaux questionnements, il y a des nouvelles remises en sens de la vie, il y a des nouvelles émotions aussi. Et c'est pareil pour Maïssa. Et je crois que vraiment, déjà, il me semble que l'aider du coup à faire vraiment un lien entre la elle d'avant et la elle de maintenant est hyper important. Parce que c'est pas une personne différente. C'est la même petite fille qui a vécu un traumatisme, qui est venue faire intrusion, qui est venue totalement bousculer ce qu'on appelle son principe de réalité. C'est-à-dire qu'il y avait des choses pour elle qui n'avaient à l'âge. Quel âge ça lui fait là, Maïssa? Elle a eu 9 ans. Elle avait 7 ans d'accident. Oui. Donc à 7 ans, il y a des choses qui sont venues faire intrusion. À 7 ans, on est à un âge où on a commencé un peu à se questionner sur la mort, mais où ça reste très concret, où ça va être lié à vraiment quelque chose de c'est une idée. C'est une idée. Et hormis si on a déjà eu l'occasion de vivre des deuils ou des choses traumatisantes à ce niveau-là, à 7 ans, dans notre principe de réalité, la mort, c'est quelque chose qui arrive quand on est très très vieux ou quand on a un animal qui a un souci. C'est pas quelque chose qui arrive dans un accident de voiture avec sa sœur et avec sa maman. Donc en fait, cette expérience-là, elle vient faire vraiment imaginer un coup de tonnerre sur une maison qui n'est pas protégée. C'est-à-dire que c'est obligé qu'il y ait des choses qui soient, j'ai envie de dire, nouvelles. Je veux dire, il y a un moment donné où il va y avoir une phase de reconstruction où on ne peut pas refaire à l'identique, on ne peut pas être à l'identique de ce qu'on était, mais il faut qu'elle soit rassurée sur le fait que vous l'aimez pareil qu'avant et que vous l'aimez dans toutes ses versions d'elle-même, maintenant et pour toute la vie, en fait. Et je crois que les enfants peuvent avoir extrêmement peur aussi. Il faut qu'ils gèrent leur souffrance, qui est déjà évidemment immense et incommensurable, avec des parents qui eux-mêmes gèrent leur souffrance incommensurable et avec la peur profonde d'abord de perdre ses parents,
Parce que ça, quand on a eu cette intrusion du principe de réalité et qu'on sait que c'est possible, on peut évidemment avoir tout le temps peur que ça arrive de nouveau. C'est tellement soudain, brusque, imprévisible, que forcément, ça peut déjà être le cas évidemment pour des adultes, mais pour des enfants de cet âge-là, c'est clair, c'est quelque chose qui les habite. Et en plus de ça, on peut avoir peur que, par exemple, l'autre parent nous en veuille d'être encore là. Peut-être que mon parent aurait préféré que ce soit moi qui parte et que ma sœur soit toujours là. Peut-être que du coup, on va m'aimer moins parce que j'ai fait quelque chose de mal et qu'on ne pourra plus jamais me le pardonner parce que finalement, ma sœur qui est partie, c'est obligé qu'on lui pardonne tout parce qu'elle n'est plus là. Et moi, peut-être du coup, on ne va pas me pardonner. Et qu'est-ce qui va se passer dans tout ça? Et il y a des enfants qui vont avoir des angoisses d'abandon. Alors qu'au contraire, forcément, leur papa et leur maman voilà ce que vous disiez, vous êtes toutes les deux avec elle, donc clairement, vous ne l'abandonnerez pas, ça c'est clair. Mais les enfants peuvent vraiment avoir ce genre de peur très, très, très profonde et qui ne sont pas dissibles. Ça ne peut pas se mettre en mots. Ce n'est pas forcément des peurs conscientes. Ce n'est pas simplement se poser et dire oui, tu sais, avec ce qui nous est arrivé, j'ai très peur de. Non, ça ne passe pas par ces chemins-là. Et du coup, on l'évoquait, ça peut être le corps qui réagit, mais ça va être les comportements. Et dans ces comportements, en fait, elle vous dit j'ai peur. Elle vous dit beaucoup ça. Il y a de la tristesse, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de peur. D'accord. Et il faut que vous ayez tout le temps, souvent, dans les moments où, par exemple, quand vous êtes avec elle et pleinement avec elle, elle est rassurée parce que vous êtes là, vous êtes avec elle. S'il y a une autre personne, peut-être vous allez vous occuper de cette autre personne. Peut-être que vous n'allez plus penser à elle pendant un instant. Peut-être que vous allez... Et c'est souvent ça qui se joue, en fait. Et là, elle va venir vous chercher, elle va venir vous provoquer parce que du coup, vous ne pouvez pas faire autrement que vous occuper d'elle, en fait. C'est ça, c'est exactement Alors ça. que si elle est sage à côté de vous, peut-être vous pourrez l'oublier, peut-être il pourra se passer quelque chose, peut-être, et c'est pas possible. Et du coup, ces enfants qui sont en colère, avant toute chose, mais c'est dur à faire parce que la colère amène la colère ou l'agacement aussi, hein. Enfin, on est en miroir. La contamination émotionnelle, c'est vraiment un mécanisme qui est très, très fort. Mais en fait, c'est surtout un besoin d'être rassuré et sécurisé fondamentalement. Parfois, c'est des enfants aussi qui ont besoin de régresser, de revenir en arrière et qu'on ait avec eux des comportements comme s'ils étaient plus petits. Vraiment des comportements de maternage pour se relier au sentiment de sécurité dans la relation. Alors, peut-être que c'est le cas de Maïssa, peut-être pas, mais certains enfants ont vraiment besoin de passer par une phase comme ça pour renouer quelque chose dans la relation. Mais il faut trouver une autre façon d'être ensemble de toute façon. Donc, ce que tu expliques bien, si je reformule, c'est le fait que l'enfant, dans sa colère, soit il attire l'attention sur lui parce qu'il a une insécurité sur sa place, sur le fait d'être aimé, ou il manifeste autre chose que la colère et que il ne fait pas payer pour faire payer. Parce que souvent, les parents sont démunis face à ça en se disant, mais déjà que je vis le pire, mon enfant est là à un moment où j'aurais tellement besoin de douceur, il est très dur, il me tient avec des mots très, très difficiles. Donc, c'est que ça dit autre chose que juste je veux faire payer mon papa ou ma maman. Non, il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à payer. Mais il y a une chose, c'est que à partir du moment où on éprouve l'émotion, il faut que l'émotion, devienne quelque chose. Et quand on éprouve, par exemple, une grande peur ou une grande tristesse, dans quelque chose d'aussi intrusif et aussi impensable, qu'est-ce qu'on fait de son émotion? C'est ça, en fait, le principe. Qu'est-ce qu'on fait de son émotion? Alors, quand on est adulte, on peut passer le niveau d'intensité maximum, on peut retravailler sur ses propres émotions. On peut mettre des pensées sur ses émotions. On peut rationaliser. On peut faire une checklist de ce qui nous fait du bien et savoir que quand on se sent mal, il faut qu'on mette ses baskets et qu'on aille courir. On peut savoir que quand on se sent mal, il faut qu'on appelle une copine ou qu'on aille faire un truc avec des potes parce que c'est ça qui va nous permettre d'accepter notre émotion et de pouvoir avancer. Mais un enfant, il n'a pas tout ça à sa disposition. L'émotion, elle va être beaucoup plus brute
brute. Et donc, il y a un moment donné où quand une situation comme ça, comme celle qu'a vécue Maïssa, est à la fois impensable, injuste, effrayante, avec une espèce d'avant-après en plus qu'on ne peut pas trop penser. Parce qu'il y a un avant où on était dans la... Il n'y a pas eu de phase de transition, comme quand on accompagne par exemple un enfant qui est malade. Il y avait un avant où tout allait bien, et il y a un après qui est un nouveau monde. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette injustice, de cette colère? À qui on en veut pour ça? Et c'est pour ça, comme vous le disiez très bien, que Maïssa, elle a des moments où elle s'en veut elle-même. Il faut chercher un faux type de ça. C'est pas possible qu'une telle chose arrive et qu'on puisse pas mettre du sens, de la logique, qu'on puisse pas se dire ah oui, c'est donc ça qui s'est passé. C'est pas possible. Donc il faut que ça s'exprime à un endroit. Et les personnes avec qui on est les plus sécures, ce sont les parents, et ce sont les parents qui reçoivent donc l'émotion avant tous les autres. Et du coup, on peut en vouloir aux parents, mais pas parce qu'ils ont mal fait, mais parce qu'en fait, on ne sait pas vers qui tourner d'autre cette détresse. C'est vraiment la notion de détresse. Et on peut la tourner vers soi, effectivement, dans des mouvements de culpabilité aussi, parce que qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et puis, les enfants, de toute façon, une j'allais dire une mission, c'est pas une mission, mais les enfants réagissent aux fragilités de leurs parents et aux failles de leurs parents. Vous le savez, tous les parents le savent. Voilà, Oui. c'est-à-dire qu'à un moment donné, un enfant, il a un espèce de radar à faille parentale. Oui. Et quand il y a une faille dedans, même toute petite, il la trouve et il s'engouffre. Et il va faire travailler son parent sur ses propres limites, sur ses propres besoins, sur sa propre conception des choses. Et certains enfants vont le faire avec une extrêmement grande intensité. C'est souvent le cas des enfants au potentiel, par exemple, mais pas que ceux-là. Et par exemple, moi, je vois beaucoup de parents en consultation qui disent, mais les soirs où je suis fatiguée, c'est là où elle est le plus infernal. Alors que c'est les soirs où je dis non, mais ce soir, je suis fatiguée. Alors, s'il te plaît, sois sympa avec moi ce soir. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Les soirs où le parent est fatigué, c'est le soir où il est le plus vulnérable. Donc là, il y a une faille. Et cette vulnérabilité, les enfants, ils vont pas taper dedans par plaisir. Ils vont taper dedans parce que la faille des parents, c'est insécurisant pour eux. C'est pas grave, hein, on se construit tous comme ça. C'est tous notre bagage. Personne n'est parfait, et heureusement. Mais il va y avoir ce côté insécurisant. Et du coup, quand c'est insécurisant, l'enfant va réagir et va venir essayer de toucher la limite et s'assurer, ok, maman est fatiguée, mais est-ce que ça tient quand même derrière? Ok, papa il n'est pas disponible parce qu'il a ses problèmes de boulot, mais est-ce que quand même si j'ai besoin, il va être là? Est-ce que quand même si j'ai un souci, il va pouvoir mettre son regard sur moi et s'occuper de moi? Et donc forcément, dans des périodes comme ça de traumatisme, soit on a des enfants qui vont vraiment encore une fois, comme on l'a dit, se mettre en retrait face à la souffrance familiale et quelque part prendre sur eux, mais dans le sens de vraiment prendre une charge. Mais on a des enfants aussi qui vont être tellement insécurisés qu'ils vont réagir d'autant plus fortement finalement que la situation elle est engageante et que le parent est fragilisé par la situation qu'il vit. Mais ce n'est rien contre le parent, c'est de l'insécurité. C'est de l'insécurité. Et je vais vous donner un exemple avec un petit enfant. Alors, c'est pas une, alors j'allais dire c'est pas une situation de deuil. Si, c'est une situation de deuil, mais qui concerne son grand-père, un tout petit garçon de 3 ans que j'ai vu aujourd'hui, que j'avais déjà vu il y a quelques mois, que j'ai vu aujourd'hui en consultation. Cet enfant est en ce moment insupportable, mais à tel point que l'école ne veut plus de lui, que les parents ne savent plus comment réagir. Il est rentré dans mon bureau. En 2 minutes, il avait pris, j'ai une espèce de petit Rubik's Cube, mais un faux avec des petits morceaux qui se détachent. Le Rubik's Cube, et il l'avait littéralement éclaté par terre. Éclaté, hein, je veux dire, sans préambule. Hein. Tout ce qu'il dit, c'est non, 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 non. Et à l'école, il peut avoir des comportements comme je prends une chaise et je la balance sur quelqu'un. Alors, il a 3 ans, mais ok qu'à 3 ans, la régulation des comportements, c'est pas génial, mais ça, c'est pas un comportement habituel pour cet enfant. C'est un enfant très intense, mais c'est pas un enfant qui est vraiment violent ou agressif. Et en fait, en retravaillant avec la maman sur ce qui s'est passé dans les épisodes récents, on s'est rendu compte que ce comportement-là avait commencé au moment du décès du grand-père, c'est-à-dire du père de la maman.
Et cet enfant en consultation, il s'est passé une chose vraiment intéressante, c'est que, évidemment, après avoir démonté la moitié de mon bureau, à un moment où je me suis levée pour ramasser quelque chose, il en a profité et il s'est installé dans mon fauteuil. Il était hyper fier de s'être mis à ma place. Je pense qu'il a vraiment l'idée d'aller chercher ma limite et de voir comment j'allais réagir. Sauf que mon fauteuil, il pivote. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise à côté de cet enfant et j'ai fait pivoter mon fauteuil. En fait, je l'ai bercé, en fait. Et en fait, cet enfant s'est laissé bercer et j'ai récupéré ma place. Il est venu s'asseoir sur mes genoux et il s'est vraiment blotti sur mes genoux. Donc, rien à voir avec le comportement agressif qu'il avait. Et en fait, en discutant avec la maman, on s'est rendu compte que cet enfant, il était hyper triste, mais profondément triste. Mais il a 3 ans, il ne peut pas le dire, puis ça n'a pas de sens pour lui, il ne peut pas l'élaborer. Et finalement, ce qui était intéressant, cet enfant qui n'avait dit que non du début à la fin, réellement, hein, de la consultation, il était dans mes bras, alors avec l'accord de la maman, bien sûr. Et en parlant de la tristesse, au bout d'un moment, je lui ai dit, mais est-ce que tu te sens triste, toi? Et il m'a regardé avec les yeux en me disant, du haut de ses 3 ans. Donc vraiment, dans cette colère-là, il n'a pas un message qui fait dire, vous ne faites pas bien votre job de parent, ou je suis le plus fort du monde et ça me satisfait, je suis très content. C'est de la détresse en fait. Merci beaucoup sur ce message qui va beaucoup nous rassurer. Alors, d'une manière très pratique, un enfant qui pique une colère comme ça, je sais qu'on en avait parlé lors du premier coaching avec toi et avec Audrey. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre, il faut réagir, il faut punir, il faut faire quoi? Il faut tester des trucs. Il faut tester des choses. Il n'y a pas une façon de faire. Il faut être en mouvement, justement, je crois. Il faut proposer des choses et il faut être attentif à ce qui marche ou pas pour son enfant dans le moment qu'il vit. Il n'y a pas je crois qu'il y a pas, alors évidemment, à part la maltraitance, hein, on est d'accord, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses à faire. C'est pas mieux de le laisser tout seul, c'est pas mieux de le laisser avec nous, c'est pas mieux de le laisser dessiner, c'est pas mieux de le laisser courir. En fait, le mieux, c'est d'explorer avec lui ce qui peut lui faire du bien. Et c'est ça qui est, c'est ça qui fait que s'il y avait une seule réponse unique, la question se poserait même pas, en fait, dans l'absolu. Je voudrais juste parler un peu de mon expérience avec ma fille, donc qui a 20 ans. Moi, je me suis rendu compte après avoir perdu mon fils, en fait, que je savais plus trop gérer mon rôle de maman envers comment réagir avec ma fille, puisque j'avais perdu mon fils. Comment j'allais continuer à m'occuper d'elle. Donc, j'avais peur, quand elle était en colère, j'avais peur de la gronder parce que je me suis dit, si jamais elle ne me parle plus, j'avais pas envie de me fâcher avec elle parce que j'avais peur qu'elle ne me parle plus et puis qu'en plus, elle fait des études loin de chez moi. Quand elle ne m'appelait pas pendant un jour ou deux, c'était la catastrophe. Donc, j'ai dit, j'ai été trop dure, machin. Et en fait, quand j'essayais de lui dire oui, d'accord, ok, t'as raison, ça la mettait encore plus en colère. Alors moi, je comprenais plus je savais plus quoi faire, je savais plus quel était mon rôle de maman là-dedans. Et en fait, je pense, d'après mon expérience à moi, ça a commencé à aller mieux à partir du moment où j'ai continué à dire non quand c'était une situation que j'acceptais pas. Et alors que quand, par exemple, je veux dire un truc, elle m'a appelé un jour, elle m'a dit, voilà, maman, j'ai un cours vendredi, mais je vais le faire sécher. Je rentre plus tôt. Je dis, mais pourquoi? Parce que ça me saoule. Je dis, non, tu rentres pas plus tôt. Non, mais parce que j'ai 2 jours où je suis à la maison, puis après, je dois aller vendredi. En plus, les profs, ils font exprès. Vendredi, moi, je veux rentrer plus tôt, donc je pars mercredi. Je dis, maman, oui, mais tu me comprends pas, tu me comprends pas. Je dis, mais tu veux quoi? Enfin, je veux dire,
au bout d'un moment, mon cœur de maman a envie de te dire, bah viens, sèche le cours. Mais moi, ton rôle, c'est de faire les études. Donc, tu es là-bas pour étudier, même si tu as 2 jours de trou. Vendredi, tu vas en cours. Moi, c'est mon rôle de maman de te dire ce que tu dois faire. Et parce que mon cœur me dit, bah viens, j'ai envie de te dire, bah viens si tu veux. Mais mon rôle de maman, c'est c'est parce que je t'aime que je te dis, bah reste, parce qu'il faut que tu fasses. Et après, bah, à mon étonnement, bah, elle m'a dit, bon, bah d'accord, ok. Mais j'ai l'impression que le fait, si j'avais dit, bah oui, viens, eh ben, j'avais l'impression que c'était pas ça qu'elle attendait. Et j'ai l'impression qu'ils attendent de nous qu'on soit comme avant, que c'est pas parce qu'on a perdu un enfant qu'il faut changer notre comportement avec eux, qu'il faut être plus conciliant, plus les prendre comme des poupées de verre qu'il faut surtout pas froisser. Des fois, juste leur dire, non, non, je vois pourquoi tu ferais ça, ça les rassure en fait. Alors après, ça marche pas toujours, hein, je veux dire, hein, mais comment dire, des fois, on met fin à des grosses disputes parce que je dis, bah non, maintenant ça suffit, maintenant t'attends quoi de moi? T'attends quoi? Tu veux être traitée comme une adulte, mais tu réagis comme une enfant. Bah, réagis comme une adulte. Et en fait, si je la maternise trop, ou si je la... Eh ben, c'est ça qui la met en colère, en fait. C'est parce que j'étais pas la maman d'avant. Avant, il n'y aurait pas eu ça, j'aurais dit bah non, et elle aurait... Et voilà, la conversation serait finie. Mais là, j'ai l'impression que si on les couvre trop, si on leur dit mais non, mais oui, d'accord, tu peux le faire si tu veux, même si, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça qui les met en colère. Enfin, voilà. Ouais, merci Anna, parce que vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Et justement, je pense qu'une des difficultés, c'est comment rester un parent dans son rôle de parent dans une situation comme ça. Mais il faut voir que du coup, pour ces ados et même pour les enfants, c'est hyper compliqué parce que quelque part, ils ont besoin de s'assurer que le parent est toujours là en backup pour les pousser dans la bonne direction. Parce que eux-mêmes, par moments, peuvent être découragés, eux-mêmes, par moments, peuvent essayer même d'être dans une forme de position un peu de victime. Comme j'ai vécu ça, alors, du coup, mais en fait, non. Alors, bien sûr, il faut les sécuriser et les écouter et les aider à avancer. Mais je suis d'accord avec vous, il y a des enjeux qui sont grands et eux-mêmes vont pas forcément avoir la force d'avancer dans une direction qui est bonne pour eux et il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Clairement. Ouais. Merci parce que je trouve que c'est enfin voilà, ça illustre vraiment bien les choses. Merci. Alors, on a encore un petit quart d'heure. Oui, Donc, on s'arrêtera à 8h30. Alors, oui, Nathalie. Est-ce que quelqu'un a une question qui parlerait justement aussi du fait que les enfants qui se mettent dans le rôle de sauveur, j'ajoute pas de la souffrance à papa, maman, je fais tout bien, je m'oublie totalement dans ce rôle un peu inversé. Oui. Oui, j'ai eu ce... bonsoir, c'est Philippe. Bonsoir. Oui, ça a été un petit peu le cas de mon fils. Enfin, ma fille est décédée il y a 1 an et 2 mois. Donc, elle venait d'avoir 2 ans et son frère allait avoir 7 ans. Donc là, il a eu 8 ans. Et donc, lui, voilà, alors, il y a eu plusieurs phases, hein. Il y a eu le côté où tout va bien, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est sûr, quand il est venu voir sa soeur à l'hôpital, il était très triste, il a pleuré, mais après, il a été très, très fort pour protéger ses parents, pour nous protéger. Parce qu'en plus, sa maman la maman de mon fils, a quelques faiblesses, on va dire, psychologiques. Et comment dire, on était déjà séparés avant le décès de ma fille. Voilà, on était séparés déjà depuis 1 an, donc il était déjà suivi aussi en psychologie, hein, mon fils. Donc, on a continué ce suivi après le décès de sa sœur. Et comment dire, enfin voilà, quoi, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase de régression, la phase de protection. D'abord la protection, et ensuite la régression, mais surtout à l'école. La protection, on va dire,
avec nous. On avait à ce moment-là une semaine sur deux, là, sa maman et moi. Et à l'école, la maîtresse, en début d'année 2020, ça serait décédé en décembre 2019, où voilà, il se laissait tomber par terre comme un enfant, quoi, comme un bébé, enfin, ne plus vouloir écouter enfin, la maîtresse, ouais, faire ce qu'il y avait à faire, quoi, en fait, à l'école. Et d'un autre côté, voilà, il se montrait enfin, très fort, enfin, pour nous protéger, ne pas pleurer devant nous. Sauf qu'une fois, il a fallu aller récupérer des papiers, parce que pendant un mois, je suis pas retourné chez moi. J'ai dormi chez de la famille, et avec un membre de ma famille, on a été récupérer des papiers chez moi. Et lui, il était dans la voiture. Donc, il n'a pas voulu descendre de la voiture. Et le temps qu'on récupère le papier, quand on est revenu, là, il était en pleurs. Alors qu'il avait, depuis le décès, jamais pleuré. Donc là, ben voilà, il n'a pas pu se retenir. Après, là, il a craqué forcément. Et donc là, j'ai rassuré comme j'ai pu. Et par contre, il n'a pas eu de phase, comme on disait, de colère. La colère, je pense que je l'ai eu, moi, pour lui et moi. Donc, du coup, c'est peut-être pas permis d'être en colère. J'ai eu énormément de colère. Même parfois, bon, je travaille beaucoup dessus. Hein, j'ai un suivi depuis plus d'un an maintenant. Et, euh, et ça a été très dur, je pense, pour lui. Donc, je ne lui ai même pas laissé la possibilité de lui d'être en colère, parce que je l'étais vraiment énormément. Et même pendant le premier confinement, quand il fallait lui faire l'école, enfin la classe, il fallait que ça marche tout de suite, quoi. Et donc, je me mettais forcément en colère. Et ma colère venait de ça, enfin, de ce qui s'était passé, quoi, du décès de sa sœur. Mais j'arrivais à me calmer, évidemment, heureusement. Et après, à lui expliquer le pourquoi du comment. Mais voilà, lui, il a eu plutôt la phase de régression et de protection des parents. Et comme je vous dis, je pense que je ne vais pas laisser peut-être la place pour la colère, mais voilà. Et sinon, là, ça va. Enfin, quand on parle de sa sœur, il dit voilà, elle aurait fait ci dans telle circonstance, ben, elle aurait fait, enfin, Alice aurait fait ci, elle aurait fait ça. Enfin voilà, ça va. Et par contre, là, moi, la question que je me pose, parce qu'on parlait de ceux qui avaient des ados, là, c'est par la suite comment, enfin, on ne sait pas comment il va réagir, mais j'ai entendu dire que peut-être que dans 10, 15, 20, 30 ans, il aura peut-être besoin de revoir un psychologue pour pouvoir peut-être en reparler. Voilà. Mais pour l'instant, ça se passe bien, il est encore en suivi, là, mais voilà, ça se passe assez bien. Voilà. Oui, mais après, si dans 10, 15, 20 ans, il a besoin de revenir sur ça, et que ça prenne une place psychique autre, ce sera son chemin et c'est pas un souci en soi, j'ai envie de dire. Ça correspondra à ce dont il a besoin au moment où il le vit. Et c'est OK, on change dans notre tête et nos souvenirs se réorganisent et certaines choses qu'on a vécues en se sentant, par exemple, assez peu affectées, ben, après coup, peuvent nous revenir en tête et qu'on ait besoin de retravailler dessus. Et c'est OK. Et c'est OK, en fait. Et peut-être qu'il y a des choses qui s'exprimeront à d'autres moments. Peut-être qu'il y a des choses qui reviendront si un jour il est lui-même papa. Et c'est OK. Et ça pose pas de souci. À chaque étape, les choses prennent leur place comme elles doivent prendre leur place. Et là, ce que vous dites, je trouve, c'est assez positif et c'est plutôt encourageant par rapport à la façon dont il le vit, la capacité à parler justement de sa sœur, justement à lui laisser une place à la fois dans l'histoire de la famille et puis dans quelque chose qui se perpétue. Aujourd'hui, c'est hyper bien. D'accord. Ouais. Et puis, voilà, comme vous le disiez, moi, j'ai gardé mon rôle de père, c'est-à-dire que pas lui laisser, contrairement à sa maman, je discute quand même beaucoup maintenant avec sa mère, qui va être assez permissive, tout lui laisser. Et que non, moi, je garde ce côté, même s'il il a perdu sa sœur, je reste son papa. Et puis, s'il faut dire non, je dis non. Enfin, voilà, il n'y a pas de. Voilà, je ne cède pas à tout, et même, bien au contraire, enfin, je cède pas à grand-chose, je dirais. Mais bon. Il y a encore un petit curseur peut-être Peut-être. Effectivement. En tout cas, tel que vous en parlez, c'est un peu ce qu'on. Enfin, c'est ce que vous donnez la sensation de ressentir, que peut-être encore Oui. un curseur un petit peu. Après, je Oui. crois qu'effectivement,
parce que par rapport à ce que vous dites, je trouve que il faut reconnaître la souffrance et la détresse que vivent ces enfants, clairement. Mais faire attention de ne pas les maintenir dans une position de victime. Voilà. Que ce soit tout le temps. Parce que finalement, quand on fait ça, ça peut être vraiment dans une bonne intention de réparation, de voilà, justement tenir compte de leur souffrance, etc. Mais parfois, ça va alimenter aussi quelque chose qui tourne sans cesse autour du frère ou de la sœur et dont on ne peut pas du tout se détacher parce que on est coincé dans un statut de victime de ce traumatisme qu'on a vécu et quelle place on peut avoir pour justement prendre sa propre place et arriver à avancer avec ça sur son chemin à soi. Et voilà, peut-être le curseur effectivement est à cet endroit-là. Entendre la détresse, Oui. soutenir la détresse de l'enfant, mais en même temps ne pas tout le temps tout ramener à ce truc de cette posture de victime de l'enfant qui est en deuil. Et effectivement, un enfant reste un enfant. Et les enfants, on l'évoquait samedi, ont cette capacité à être dans l'ici et maintenant de la situation qui fait qu'ils peuvent rire, investir les copains. Et voilà, certains, il va y avoir des cauchemars, des choses très traumatiques, mais d'autres vont trouver des aménagements intérieurs qui vont leur permettre de continuer à être dans un élan vital qui est très favorable, évidemment. D'accord, merci. Est-ce qu'il y avait une dernière question, dernier point, dernière intervention? Alors, est-ce que c'est du bruit ou est-ce que c'est le début d'une question? Bon, bah, écoute, tu vois, ça a été, ça veut dire que tu as été très exhaustive en faisant le tour. Alors, oui, il y a quelqu'un qui veut le parler? Non? Effectivement, donc, je ressouligne ce que tu as dit, l'importance de rassurer nos enfants, leur montrant que sans nier le trauma, le choc, la douleur, de les rassurer dans le fait que on reste leurs parents, on reste, on met des limites quand il le faut. Et que c'est peut-être le pire pour eux, c'est toujours, comme tu disais, cette faille qui leur donne la peur, en plus du trauma, de pouvoir le revivre à un moment et de se dire, en plus d'avoir perdu mon frère ou ma sœur, ou en plus du fait que mon frère ou ma sœur qui n'est plus là prennent beaucoup de place et peut-être toute la place au début et on fait comme on peut en tant que parent, je ne culpabilise pas, j'ai fait certainement ça aussi. En plus, il me prend mes parents. C'est-à-dire qu'en plus, et souvent j'ai entendu dans les frères et sœurs qu'on accompagne, leur grand besoin d'exister, pas que comme le frère ou la sœur de celui qui est plus là. Et notamment, l'école est souvent le seul espace où ils arrivent à le vivre. C'est pour ça qu'on est souvent choqués du fait de savoir que nos enfants ne parlent pas de leur frère ou de leur sœur défunt à l'école ou à leurs copains. Pas toujours en tout cas, parce que c'est peut-être le seul espace où ils ont l'impression que là, on ne parle pas de ça, il y a un peu de normalité. Et leur grand besoin de retrouver de la normalité. Souvent, c'est ce qui ressort dans les témoignages que je peux avoir. Donc, voilà, peut-être si tu pouvais terminer sur ce besoin de normalité. Comment, quand on a vécu quelque chose d'aussi anormal, contre nature, violent parfois, on peut sécuriser nos enfants en leur redonnant l'impression de normalité, de quelque chose en tout cas qui peut redevenir normal. Oui, je reviens dans ce que tu disais par rapport à garder son rôle de parent, Nathalie, parce que je trouve que c'est vraiment important. Il y a déjà effectivement cet enjeu de comment garder mon rôle de parent. Et je pense que dans des périodes, des moments où le parent est aussi lui-même extrêmement en détresse, il y a des moments où on peut dire là, moi, j'y arrive plus, mais dans ces cas-là, qui va le faire? C'est-à-dire de pouvoir s'appuyer sur un backup familial, voire professionnel, dans les moments où soi-même on sent qu'on n'arrive plus à prendre cette place-là parce
parce que c'est trop dur en fait et que ça c'est OK. On a le droit aussi à un moment donné d'être submergé par la douleur ou par la colère, enfin, et de pouvoir dire bah, là moi j'y arrive plus, mais qui va prendre le relais? Ça peut être voilà une personne de la famille, ça peut être parfois un parrain, une marraine qui va à un moment donné seconder un peu peut-être les parents dans cette mission-là. Et après, je crois que elle est compliquée cette question de la normalité parce que comme tu disais, c'est contre nature, c'est violent, on voudrait pas que ça existe, on va lutter psychiquement pour ça. Et, et je pense que la question de la normalité, c'est vraiment ce que tu disais, c'est la question d'aider l'enfant à avoir des espaces dans lesquels il n'est pas tout le temps question de son frère ou de sa sœur, à aider d'avoir des interactions avec des interactions avec des gens qui ne sont pas obligés de savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans l'obligation, que l'enfant ne se sente pas dans l'obligation de... Moi, j'ai pu voir par exemple des enfants qui se sentaient obligés de dire que leur particularité, c'est que bah, leur frère ou leur sœur était décédé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où on peut exister qu'à travers ça et il faut pouvoir renvoyer cette idée que c'est OK de pouvoir rigoler même si la situation est difficile, c'est OK de pas forcément le raconter tout de suite à ses copains ou ses copines, c'est OK d'avoir des activités à l'extérieur ou comme tu disais à l'école dans lesquelles c'est pas forcément impacté par ça et d'avoir ces zones-là et que vraiment de essayer de ne pas regarder du coup son enfant comme une victime, comme uniquement une victime de ce traumatisme. Comme il est arrivé ça et qu'en plus ça n'est pas réversible, alors toute ta vie tu vas être la victime. Et moi je vois des parents qui, des années après, viennent en disant oui, comme il a vécu ça il y a 5, 10, 15, 20 ans même parfois, forcément ça l'a marqué, forcément c'est à cause de ça qu'aujourd'hui ça ne va pas, forcément c'est... Et comme je le disais tout à l'heure, ça va être la clé de lecture de toutes les difficultés que l'enfant va rencontrer après dans sa vie. Non, non, c'est un élément de son histoire évidemment qui est central, mais c'est pas le seul, c'est pas le seul. Et par moments, ça leur fait vachement de bien, effectivement, qu'on puisse leur dire en tant qu'ado que si là ils sont en train de vivre ça, c'est pas parce que il y a eu ce traumatisme, mais c'est parce que c'est juste des ados et qu'effectivement c'est OK et que c'est normal. Oui. Moi, je voudrais juste rajouter juste une petite chose qui peut peut-être aussi. Enfin, moi, ma fille, quand elle est partie, donc quand j'ai perdu mon fils, 6 mois après, elle est partie faire ses études, donc elle a quitté la maison. Elle a senti ce besoin. Elle m'a dit à moi et à son père, je veux pas, je veux dire à personne que j'ai perdu Noah. Enfin, je veux le dire à personne. Donc, je veux que vous en parliez pas. Et si j'ai besoin de le dire, ben, je le dirai. Oh, ça m'a été, enfin, je dis, mais c'est pas possible. Enfin, on allait voir les propriétaires donc, de l'appartement où elle est. Ils m'ont posé plein de questions. À un moment, ils m'ont dit, bah, elle est fille unique. Elle est fille unique. J'ai regardé son père, je dis oui. Et bah, bah, elle va être gâtée, c'est une petite fille gâtée, je sais pas quoi. Et en fait, bah, elle, après, moi, on s'est pas trop étalé sur le sujet, mais avec ses copines, elle a fait après elle le choix elle-même un jour, parce qu'elle en a eu besoin, bah, de le dire. Et ça lui a fait du bien. Mais au début, je pense le fait d'avoir quitté la maison, d'avoir recommencé une vie d'étudiante quelque part ailleurs, de ne pas avoir parlé de ça, elle m'a dit, j'étais plus la sœur de, j'étais moi, j'étais Fanny, quoi. Mais Et ça, moi, bravo, pas, hein. moi, je comprenais pas, mais on ne comprenait pas au début, on s'est dit, mais non, on n'y arrivera pas. Mais bon, on a fait, il a fallu le faire et je pense que ça lui a fait vachement du bien. Elle a dit quand elle a voulu et quand elle l'a senti, mais ça a été vraiment quelque chose de. Enfin, moi, au début, j'ai compris, j'ai dit, mais non, jamais. Mais comme j'ai vu vraiment qu'elle avait vraiment besoin de construire quelque chose. Et voilà. Elle l'a fait et c'est vrai que ça l'a aidé. Ça l'a aidé. Ouais. Ça a dû être extrêmement dur pour vous. Bah oui, parce que déjà, je connaissais pas les personnes où j'allais. Enfin, c'est pas des gens d'ici, quoi. On était dans un endroit à 300 km d'ici et j'avais vraiment envie qu'elle fasse, qu'elle se construise. Mais c'est ça. Et finalement,
ça n'est pas nier l'existence du drame, encore moins nier le lien avec son frère. C'est juste ne pas être défini par ce traumatisme-là. Et c'est Oui, tellement voilà. impensable qu'effectivement, de toute façon, quand vous le racontez à quelqu'un, on devient vite le frère d'eux ou la sœur d'eux Mm. Oui. ou celle qui a perdu sa sœur ou Mm. celle, oh là là, qui a vécu ce truc incroyable et horrible. Et clairement. Et les gens regardent différemment. C'est Oui, évident. c'est ça. Et ils ont besoin qu'on les regarde être là. Dans la vie ici, tout le monde le sait. Tout le monde, elle ici, elle est différente. Dans la famille, et les amis, et tout le monde le sait. Et moi ici, je renie pas d'avoir eu un autre enfant. Bien sûr. Mais j'ai senti qu'à ce moment-là, vraiment, elle voulait construire quelque chose et qu'elle voulait vraiment se faire. Et ça, c'est vraiment, je l'ai vraiment senti ça. Oui, c'est vrai. Mais bravo, parce qu'au moment où on vous a posé la question pour prendre l'appartement, là, comme vous disiez, ça a dû être vraiment hyper Ouais. dur pour vous ce Bah oui, mais bon. moment-là. Et vous l'avez fait pour elle. Ouais. Chapeau. Bah oui. Ah ouais. Bah oui. C'est bien, vous lui avez laissé le choix. Vous lui avez redonné du contrôle. Vous lui avez Oui, redonné voilà. du contrôle. Et du coup, elle pouvait prendre le contrôle de sa propre vie à elle. C'est ça. C'est hyper bien. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vraiment, je voulais juste dire ça parce que c'est vraiment la réalité, Ouais. quoi. Ils ont besoin à un moment d'être eux et pas que, voilà. Voilà, c'est tout. Je vous laisse finir, pardon. Anna, en tout cas, merci beaucoup parce que ce que ça dit aussi, et je terminerai peut-être sur ça, c'est aussi que rien n'est figé. C'est pas parce qu'un enfant n'arrive pas au temps T aujourd'hui à le dire que ça ne sera pas possible plus tard. C'est aussi, comme tu disais, hein, Coralie, le mouvement, accepter que c'est un processus, ça prend du temps et que ce qui est dur aujourd'hui ne le sera pas forcément demain, de laisser aussi les choses se faire dans le développement, le temps et que rien n'est radicalement figé à aujourd'hui et à ces difficultés-là. Donc, écoute, on te remercie très fort. Vous savez que on travaille avec Coralie, avec le centre Cogitose Marseille. Il y a peut-être aussi des centres plus proches des lieux où vous habitez. N'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous envoie dans ces cas-là, des centres proches. Et qu'on travaille aussi avec Coralie et Audrey sur des séances qui peuvent se faire à distance. En présence, c'est toujours mieux. Mais quand on habite loin, ça peut aussi se faire à distance. Donc, si vous sentez que c'est peut-être bien, soit de prolonger avec Coralie sur des séances qu'on appelle de guidance parentale ou de coaching, juste poser des questions pour vous, ou de proposer à vos enfants, vos grands, vos petits, vos moyens d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse tous très fort. Bonne soirée à tous. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Et merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.